Jeudi 21 avril 2022, vous suivez la grande édition sur RTI2. Bonsoir à tous, au sommaire. Un retour dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, pour partager son expérience acquise pendant 13 ans en France et le challenge du docteur Cheikh Diakité, sa discipline, la chirurgie esthétique et maxillofaciale, une discipline qui consiste à améliorer l'apparence physique d'un individu. Dans ce journal, nous accompagnerons les tout-petits, toujours en congé de Pâques, dans une visite guidée organisée par le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan. Voilà pour les titres. Les congés de Pâques, moment choisi par le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan pour ouvrir son univers aux tout-petits. Ces enfants, passionnés d'aventure, ont vécu une expérience chaleureuse et riche en activités. C'était ce matin dans la commune d'Adjamé. Le point avec notre reporter Rosemont Kini. Quartier Nouvelle-Gare, commune de Benjeville, 7 heures. Ce jeudi 21 avril est un jour spécial pour le petit Chris Ivan. Ce fan du dessin animé Sam le pompier verra une caserne de pompiers pour de vrai. Je suis content pour aller voir Sam le pompier. 8 heures, direction la commune d'Adjamé au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le rêve de Chris Ivan se réalise. Il commence sa journée par une balade à moto. À ses côtés, son père. Étienne émerveillé immortalise à l'instant. Je suis content parce que c'est son rêve. J'ai voulu qu'il vienne voir la réalité parce que l'armée, c'est sauver aussi des vies. Passage au centre de coordination des opérations et des transmissions, puis au site de désincarcération, avant de faire un tour dans l'ambulance équipée, l'un des véhicules les plus utilisés des sapeurs-pompiers. Nous voyons un peu les difficultés que les sapeurs-pompiers ont chaque jour et je voulais que mes enfants aussi découvrent leur univers. On a cassé les pieds et coupé le fer. C'était super et très motivant. Il y a une femme qui a appelé parce qu'elle est en danger. Je lui ai dit, madame, où vous habitez, qu'est-ce que vous avez? Je suis en joie parce que j'ai dégauché un appel d'urgence. Toutes ces étapes sont des ateliers d'immersion initiés par les sapeurs-pompiers à l'endroit des tout-petits. Comme Ivan, ils sont 150 enfants âgés de 3 à 10 ans. Ils viennent de plusieurs communes d'Abidjan pour découvrir le métier de sapeur-pompier. C'est une occasion pour nous de leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Pendant qu'ils nous appellent pour plaisanter, il y a certains qui sont entre la vie et la mort. Après ces ateliers, la démonstration, elle consiste à éteindre un feu, monter à l'échelle et dresser un chien. Les journées éducatives sont des journées qui sont renforcer le lien avec les nations. Ensuite, susciter des vocations en leur faisant découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. La sécurité des enfants est totalement garantie et ça se passe bien de façon générale. Et tous les enfants amoureux de Sam le pompier peuvent faire une immersion dans cet univers. L'activité, elle est lancée via la page Facebook du groupement. Toutes les modalités d'inscription s'y trouvent avec le nom, l'âge des enfants et également la date de visite souhaitée. Nous incitons les parents à inscrire les enfants plus nombreux pour que ceux-ci puissent s'occuper sainement. Et puis cela pourrait également susciter, comme je l'ai dit tantôt, des vocations chez les plus jeunes en réalisant cette immersion-là chez les sapeurs-pompiers. Depuis maintenant 2 ans, le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan initie cette activité. Mais il faut patienter jusqu'aux périodes de congés et les vacances scolaires pour y participer. Le 21 avril marque le 32e anniversaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. 32 ans d'existence pour la défense des intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Un prélude aux célébrations festives, une messe d'action de grâce s'est tenue aujourd'hui au sein de l'église Sainte-Famille dans le quartier de la Riviera à Cocody. Les militants et sympathisants de cette fêtière ont effectué nombreux le déplacement nous sont garés. 21 avril 1990, 21 avril 2022. Cela fait 32 ans que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, milite pour la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants ivoiriens. Pour la célébration de ce 32e anniversaire, militants, sympathisants et anciens leaders de l'organisation se sont retrouvés à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Un choix qui n'est pas fortuit, d'autant plus que c'est dans cette paroisse que l'organisation a vu le jour. Cette paroisse-là même qui a inspiré nos aînés, qui ont été maîtrisés. Nous voulons travailler dans la démarche
de la responsabilité absolue et la confirmation de la maturité. 32 ans, ce n'est pas 32 jours. Une opportunité pour Alla Sinclair d'inviter les autorités à s'investir dans le rayonnement du système éducatif ivoirien. Nous voulons aussi profiter de ce jour anniversaire pour sensibiliser tous les acteurs du système éducatif autour du relèvement de l'école en Côte d'Ivoire, mais autour de la responsabilité. Puisque si on comprend qu'à l'école, on n'est pas obligé de faire politique. À l'école, on n'est pas obligé de faire entrer la violence pour atteindre ces projets politiques. Alors on doit comprendre que c'est à l'école qu'on forme les élites de demain. Et tout le monde doit se mobiliser pour que cette école-là forme des leaders qui sont compétitifs. Outre la messe d'action de grâce, les militants de la FECI se sont rendus au centre de santé communautaire d'Anono où ils ont offert des présents aux enfants nés ce 21 avril. Cette célébration des 32 ans de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire sera meublée par un gala de bienfaisance dont les fonds collectés serviront pour la construction du nouveau siège de l'organisation. Redorer le blason de l'école ivoirienne en la débarrassant des mots qui la minent, c'est l'objectif affiché par la FUCAD, une organisation d'élèves futurs cadres de la commune d'Anyama. Et pour atteindre ces objectifs, elle a organisé récemment une journée de sensibilisation sur le phénomène d'anticipation des congés scolaires. On en sait un peu plus avec Bintou Pekele. Le lycée moderne d'Anyama remporte la première place de la 3e édition de la journée de conscientisation des élèves dans la commune d'Anyama. Avec 775 points, les élèves du lycée moderne tiennent tête à 4 autres équipes dans des sketchs, poèmes et concours de génie en herbe autour du thème « Tous engagés pour une année scolaire sans grève ». Ce qui nous motivait, c'était d'abord nos camarades et aussi le thème choisi qui vraiment est un phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour dans notre pays. Pendant une semaine, nous avons fait des répétitions. C'était un peu difficile pour nous ce matin, mais Dieu a permis et avec l'encouragement de nos encadreurs, nous avons pu arriver à ces résultats aujourd'hui. Cette cérémonie est l'apothéose des actions de sensibilisation menées par la FUCAD, l'association des élèves futurs cadres. Objectif, contribuer à l'éradication du phénomène des congés anticipés. C'est de sensibiliser en s'amusant. Parce que nous avons vu que aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui veulent s'amuser. En s'amusant, nous pouvons sensibiliser. C'est en cela que nous avons décidé d'organiser la journée de conscientisation qui est à sa 3e édition. Nous avons senti que le message que nous avons véhiculé, vraiment les élèves ont compris le message. Né dans un contexte de tension dû au phénomène des congés anticipés, la journée de conscientisation des FUCAD est le lieu de sensibiliser les élèves à se conformer aux dates de congés émises par le ministère de l'Éducation nationale. Une note de solidarité dans ce journal. La communauté musulmane d'Atekoubé a bénéficié de dons en vivres et non-vivres. Ce sont 300 familles musulmanes qui ont reçu cet acte de générosité de l'ONG Amour et Fraternité. Colette Ilboudo, Joël Gosset. Après la communauté chrétienne d'Atekoubé, c'est au tour de 300 familles musulmanes de la commune de recevoir des kits alimentaires, des nattes de prière et des chapelets en ce mois de Ramadan. Cette action de solidarité est de l'ONG Amour et Fraternité. Recevant ces vivres en cette période de piété, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs tout en leur adressant des prières de bénédiction. Je suis contente de voir que nos enfants pensent à nous. Vraiment, ça nous fait plaisir. Je vous remercie. Je souhaite vraiment une longue vie à votre club. Depuis que je suis à Atekoubé, je n'ai jamais reçu de kit. C'est ma première fois d'avoir kit. Vraiment, je remercie bien tous ceux qui ont organisé. Je les remercie beaucoup. Selon le président de l'ONG Amour et Fraternité Mamadou Bamba, ce geste vise à soutenir la population dans ce mois de miséricorde observé pieusement par la communauté musulmane, mais également venir en aide aux populations les plus défavorisées de la commune. Nous sommes confrontés à une cherté de la vie et avec ce mois béni de Ramadan, nous avons suggéré faire des dons à ces musulmans, même s'ils ne sont pas tous démunis, mais c'est l'objectif final. Donc au jour d'aujourd'hui, ça nous fait énormément plaisir de voir ces souris-là sur le visage de ces parents qui étaient présents. Pour nous, c'est une ultime satisfaction.
Créée en janvier 2022, l'ONG Amour et Fraternité a pour mission, entre autres, de soutenir des actions sociales, humanitaires et culturelles en direction des familles du district d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire. Elle envisage l'ouverture des lieux d'accueil et d'échange, le soutien scolaire, la mise en place de moyens matériels et la prestation des services nécessaires aux personnes en difficulté. Elle envisage également promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et entend surtout défendre les intérêts matériels et moraux des familles. À l'international, en Guinée précisément, deux ministres, Albert Tamatong Camara, ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, ont été emprisonnés ce jeudi à Conakry, la capitale guinéenne. Ils sont accusés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Une soixantaine de chimpanzés vivent coupés du monde sur 6 îlets. Ces primates sont les rescapés d'un projet de recherche médicale américain lancé dans les années 70. Après des années de traumatisme intense, ils doivent leur salut au personnel local et à l'ONG Human Society International qui les prennent en charge. Clarisse Kanyala, Bintou Pekele. Pour arriver jusqu'à eux, il faut prendre le bateau. À une soixantaine de kilomètres de Monrovia, ces petites îles sont devenues leur refuge. Une ONG leur apporte à manger 2 fois par semaine. Ceux qui leur lancent des bananes et des noix de coco ont été formés pour les approcher sans les effrayer. Ces chimpanzés sont en effet de grands traumatisés rescapés d'un projet de recherche américain. Ils ont subi de nombreuses procédures invasives, dont des biopsies. Certains des chimpanzés que vous voyez ici ont probablement subi, pendant la durée des recherches, environ 400 biopsies. Ce qui signifie qu'ils ont été anesthésiés 400 fois, qu'ils ont été terrifiés 400 fois. Ils sont en tout 65 chimpanzés repartis sur 6 îlets dans une embouchure donnant sur l'océan Atlantique. Lorsqu'ils étaient utilisés en laboratoire, ils étaient environ 400. Des chercheurs américains ont mené une expérience sur eux pendant une trentaine d'années. Ces cages ont été construites par la Banque du sang de New York dans les années 70, quand ils sont arrivés dans ce pays et lancé leurs recherches en 1974. Ils ont commencé à récupérer des chimpanzés dans l'arrière-pays et ces chimpanzés ont été placés dans ces cages, 2 par cage, un mâle et une femelle. Sur ces îlets coupés du reste du monde, en plus des traumatismes subis en laboratoire, ces singes ont failli mourir de faim lorsque le Libéria a basculé dans la guerre civile à la fin des années 80. Tous les expatriés sont repartis, donc on est resté là avec les chimpanzés. Les singes ne doivent leur suivi qu'au risque pris par le personnel local pour les nourrir en minimum de leur poche. Un personnel qui ne pourra pas se résoudre non plus à les abandonner. Jusqu'en 2015, la Banque de sang de New York met fin à son projet de recherche au Libéria et coupe tous les fonds. Live Grace a des financements fournis par des ONG et par une banque américaine. Il continue de s'occuper des chimpanzés, rendus incapables de se débrouiller par eux-mêmes et devenus dangereux pour les autres en raison des maladies contractées pendant leur captivité. Nous ne pouvons pas les relâcher dans la nature en raison de tous les tests qui ont été effectués sur eux. Ils pourraient avoir un effet dévastateur sur la conservation des autres chimpanzés, des chimpanzés en liberté ou des chimpanzés sauvages. Après avoir soulevé une campagne d'indignation mondiale, la Banque de sang de New York a fini par signer en 2017 un accord pour partager les coûts de prise en charge des singes avec l'ONG Human Society International qui œuvre pour la protection des animaux. Cette prise en charge n'est pas une mince affaire. Chaque matin, c'est 200 kg de nourriture qu'il faut fournir aux singes et 120 kg chaque soir. L'ONG prévoit donc de vasectomiser les mâles pour que la population ne se renouvelle pas. Mais pour l'instant, beaucoup de ces primates ont une vingtaine d'années et leur expérience de vie tourne autour de 60 ans. Ces bateaux n'ont pas fini de naviguer pour nourrir les chimpanzés confinés à vie sur le site. C'était un commentaire d'Anicette Conan-Blessing. Au Gabon, Grace, Betty, Arthur, Herman Bongo, 4 enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Demba viennent pour la première fois d'être mis en examen
par la justice française dans le dossier vieux de 15 ans des biens mal acquis dans l'Hexagone entre le 25 mars et le 5 avril par le juge financier Dominique Blanc. En France, c'est la dernière ligne droite pour les 2 finalistes de la présidentielle. Après le débat tant attendu Macron-Le Pen hier, la campagne se poursuit aujourd'hui pour les 2 candidats. Marine Le Pen a tenu son dernier meeting ce jour à Arras, une commune située dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France. Emmanuel Macron, le président sortant, à Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris. Les campagnes s'achèvent demain à minuit. Les Français sont donc invités aux urnes le 24 avril prochain pour élire leur prochain président. Place à présent au portrait. Sa passion pour la chirurgie, mais aussi le développement de cette discipline en Côte d'Ivoire sont les raisons principales de son retour au pays. Dr Cheikh Diakité, jeune Ivoirien, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, revient en Côte d'Ivoire, son pays natal, après 13 ans de formation en France. Nous irons dans notre portrait à la rencontre de ce talent qui n'a qu'une seule envie, mettre son savoir-faire au service de ses concitoyens. Un portrait signé Alassane Parkin-Trabo. À peine arrive-t-il à la clinique que les premiers patients accourent à son bureau. La journée du docteur Cheikh Diakité, 35 ans, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, n'est pas de tout repos. Voilà, effectivement, la devanture. Son travail consiste à refaire ce qui par nature est mal fait ou à transformer certaines parties visibles de notre corps que nous jugeons inesthétiques. L'indication numéro 1, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénique. Donc c'est quand on perd les cheveux un peu spontanément. Cette patiente perd les cheveux de devant. Le chirurgien doit les faire pousser et éviter qu'à l'avenir, ils ne disparaissent. J'y vais. Je fais 5 de ce côté et 5 de l'autre côté. D'accord. Prévenez-moi à chaque étape. Voilà, je pique. Pas plus que d'autres chirurgies. Voilà, il n'y a pas plus de danger que d'autres chirurgies. C'est pour ça qu'il faut vraiment très très bien informer le patient. Il faut les voir plusieurs fois, si besoin, avant le geste, quitte à repousser le geste, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un geste de médecine ou de chirurgie, quitte à repousser le geste, il faut les voir plusieurs fois. Il faut créer un contrat de confiance, on va dire, avec le patient, et bien cerner sa demande, bien cadrer sa demande, lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, et quels peuvent être les risques ou les conséquences. Voilà. Il a fallu 13 bonnes années d'études à Cheikh Diakité pour enfiler la blouse blanche et le titre de spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale. Il a exercé quelques années au CHU de Toulouse, en France, avant de se résoudre à mettre son expertise au service de son pays. Un retour salutaire, car en Côte d'Ivoire, la demande est forte et les patients, en majorité des femmes, n'hésitent pas à entreprendre de longs périples pour se faire une beauté chirurgicale. Et surtout, ça se voit par les patients qui n'hésitent pas à aller loin pour se faire opérer, sans même connaître le chirurgien, sans connaître la structure. Donc, les patients qui partent en Tunisie ou en Turquie. Des profils comme moi en France, il y en a plein. Il y en a énormément. Dès qu'on part, on est remplacé par exactement le même profil. Alors que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il manque de spécialistes dans plein de domaines. Donc, je voulais apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens qui ont un parcours comme ça à l'étranger, qui ont une expérience à l'étranger, fassent le pas, effectivement, de rentrer. Et le travail du spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale est bien apprécié des patients. Il est professionnel, comme on peut le dire. Il est bon en tant que médecin esthéticien, par sa manière d'expliquer, déjà d'aborder ses patients. Déjà, ça donne une assurance. Même si on a un petit doute, il arrive quand même à nous combler, à nous aider quand même à avoir une assurance. Pour lui, la chirurgie est un métier d'avenir. Il nourrit de grands espoirs. Alors, c'est un métier d'avenir. Déjà, la chirurgie est un métier d'avenir parce qu'il y a plein de pathologies qu'on ne peut pas traiter autrement que par la chirurgie. Mon souhait, c'est qu'Abidjan devienne un hub de la prise en charge en chirurgie et en médecine esthétique et que ce soit plutôt les étrangers, entre guillemets, de la sous-région ou d'ailleurs, qui font le chemin inverse justement pour venir se faire opérer chez nous dans les meilleures conditions. Pour faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de chirurgie esthétique et maxillofaciale, Cheikh Diakité est à la tâche. Il invite les jeunes Ivoiriens vivant à l'extérieur à faire comme lui en rentrant pour servir la patrie.
C'est ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2.